moi, je suis un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Et je pense qu'il y a une certaine dignité humaine que Dieu nous a donnée. Tout corps est précieux devant Dieu. Pour moi, d'abord, même avant de parler de comment ces gens étaient morts, je suis choqué de la façon à laquelle ils étaient enterrés. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de dignité dans tout cela. Et je suis bouleversé. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les intérêts des uns et des autres sont liés. Et si nous pouvons articuler un message clair, avec un langage clair, qui montre que nous ne sommes pas séparatistes sur le plan global, qui montre que nous ne sommes pas une menace aux États-Unis d'Amérique, qui montre que nous ne sommes pas une menace aux intérêts français, que nous ne sommes pas une menace aux intérêts belges, les Belges vont s'aligner derrière nous. Nous n'avons pas à attendre que quelqu'un puisse nous instituer. Parce que nous avons déjà démontré, même en Amérique, que nous sommes déjà des leaders, et il y a des Américains qui nous suivent après que nous ayons déjà pris des initiatives. Je connais mes chances en tant que moi seul, que j'ai cette capacité de pouvoir communiquer une vision très claire et de pouvoir mobiliser une population qui va adhérer à des aspirations. Le peuple congolais manque du travail. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas dans ces rapports, mais nous sommes représentés sur les 100% du territoire congolais. Le professeur John Malala est connu au Congo. Non mais écoute, je suis connu au Congo, oui. Vous connaissez? Oui, je suis connu comme leader politique. Non mais pas comme leader politique. Je suis connu au Congo, ça c'est question de définition. Le Congo, c'est, disons Kinshasa c'est le Congo. Mais le Congo n'est pas Kinshasa. Boulungu dans les Bandundu c'est le Congo. Le Congo n'est pas Boulungu. Nous avons un parti politique. Si vous regardez la liste des partis politiques reconnus au Congo, mon nom est repris. Ça, c'est le Congo. Nous voyons par exemple qu'aujourd'hui, plus de 80% de la population congolaise se dit qu'ils sont des chrétiens. Et ça, c'est une chose qui est vraie. 80% de la population congolaise, ou bien 88% des Congolais, disent qu'ils sont des chrétiens. Et sur les 88% des Congolais, il y a 55% qui sont convaincus qu'ils sont nés de nouveau. Et si vous avez 88% de la population qui se dit des chrétiens, et parmi eux, 55% se disent être nés de nouveau, ne serait-il pas normal que ces gens soient dirigés par l'un d'eux, qui comprend leurs aspirations? Je souligne ici aussi une chose qui est vraie, qu'il y a eu des abus dans le passé. On peut dire des choses, on peut dire non, mais écoute, les chrétiens ont fait ceci ou ont fait cela, mais qu'est-ce que les païens ont fait? C'est comme la question, les gens disent, vous n'avez pas parlé de ça bien sûr, ou les gens disent non, mais encore un intellectuel, tout ça. Ok? Alors si on leur donne quelqu'un qui n'a pas étudié, ils se mettent à dire non, mais tel et tel n'a pas étudié. Ceux qui n'ont pas étudié, qu'est-ce qu'ils ont fait du pays? Donc, ça c'est une histoire, une affaire individuelle. On doit juger quelqu'un sur base de mérites personnels. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes avec le professeur John Malala qui nous vient tout droit des États-Unis d'Amérique. Bonjour professeur. Bonjour pasteur. On vous voit en Europe, quel est l'objet de votre visite en Europe? Bon, évidemment, je suis en train de visiter des amis et surtout la diaspora congolaise de l'Europe. L'une des grandes raisons, c'est par rapport aux échéances électorales de 2016 et surtout aussi pour essayer d'emballer la diaspora congolaise dans ces projets que nous avons commencé avec le PDT ou le Parti des travailleurs. Donc le pays a besoin de ces jeunes fils et ces jeunes filles dignes
Et je pense que l'on trouve une très grande expertise dans la diaspora congolaise et surtout spécifiquement en Belgique, qui est le centre même de l'Union européenne. Donc voilà, c'est pour cela que je me retrouve ici. De plus en plus, votre nom est cité dans le milieu politique. Les gens se posent des questions. Qui est le professeur John Malala? Bon, je suis un Congolais de naissance. Je suis né au Congo. Et mes parents, mon père, ma mère, ils sont décédés bien sûr, mais ce sont des Congolais à 100%. Professeur John Malala, je suis professeur aux États-Unis d'Amérique, dans la deuxième grande université publique aux États-Unis d'Amérique, l'Université centrale de la Floride, où j'enseigne des cours de nouvelles technologies de l'information et des communications. Aujourd'hui, on cite mon nom parce que nous avons décidé de constituer une équipe de leadership pour répondre aux besoins que notre pays veut adresser. Ici, nous parlons surtout du leadership de notre pays. Nous avons créé une formation politique qui est devenue bien sûr un parti politique et je suis le président national du Parti des travailleurs, ou les PDT. Et on n'oublie pas que lorsque vous avez un parti politique, il a comme intention de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, pouvoir diriger le pays. Donc c'est dans ce cadre-là, à cause de mon leadership avec le Parti des travailleurs, et aussi à cause des aspirations à pouvoir mettre en application mon leadership pour le développement du Congo, que les gens sont en train de parler de moi. Professeur, vous jouez le rôle académique, mais maintenant vous vous plongez dans la politique et vous voulez être président de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est exact? Bien sûr, parce que vous devez vous rendre compte que toute la personnalité importante du monde passe par nous. C'est nous qui formons des professeurs, c'est nous qui formons des présidents, c'est nous qui formons des généraux, des grands généraux en Amérique passent par nous. Des grands, des présidents passent par nous. Si nous sommes en mesure de préparer des gens qui doivent diriger ce monde, cela veut dire que nous pouvons faire ce que nous demandons aux autres à pouvoir faire. Et nous avons des capacités de leadership et c'est un leadership qui a déjà été prouvé. Aujourd'hui, je me retrouve dans un monde occidental, le pays le plus développé au monde, la plus grande démocratie, où j'ai fait des interactions avec les gens qui dirigent ce monde. Et mon expérience dans ces milieux m'a beaucoup préparé pour pouvoir apporter au Congo des solutions pratiques que le Congo désire depuis des décennies. Et aujourd'hui, si vous regardez, on n'a jamais été à mesure de pouvoir déclencher des avancées nécessaires dont le pays a besoin. Et je pense que, à cause de mon expérience académique, professionnelle et aussi le fait que je forme déjà des leaders dans ce monde ici, je pense que ça serait mieux que je puisse prendre cette responsabilité pour pouvoir faire bénéficier aux fils et aux filles du Congo de notre expérience que nous avons dans le monde occidental. L'élection présidentielle, c'est dans une année et demie. Avant de parler de votre programme, quelles sont les chances du professeur John Malala de gagner l'élection présidentielle 2016? Bon, il y a une chose qui est vraie. Vous parlez des chances, il y a même des gens qui utilisent le terme garantie. Et moi, quand les gens parlent de garantie, je dis toujours qu'il n'existe aujourd'hui dans ce monde, et il n'a jamais existé dans ce monde, un seul candidat à la présidentielle qui a pu donner des garanties. Parce que s'il y avait des garanties, on n'aurait pas 2 ou 3 candidats. Chacun donnerait des garanties et chacun gagnerait les élections. Mais les chances, vous savez, c'est question de probabilité. Vous devez reconnaître quelle est votre base. Et si vous avez une base solide, vous savez déjà qu'est-ce que vous avez gagné. Mais en plus de cela, les gens ne nous connaissent pas encore aujourd'hui parce que le dépôt des candidatures à la magistrature suprême au Congo n'a pas encore commencé. Parler des chances aujourd'hui serait trop prématuré. Il faudrait que l'on nous donne l'opportunité de pouvoir expliquer au peuple congolais ce que nous allons lui apporter, de contraster notre expérience, notre savoir-faire, ce que nous avons déjà démontré sur le terrain. Nous allons contraster ça avec les bilans de ceux qui ont fait la politique pendant des années et faire montrer au peuple congolais
ce que nous allons lui apporter. Si le peuple comprend que nous sommes là, nous sommes très sérieux, et que ce que nous allons lui apporter vaut mieux que les mêmes histoires auxquelles ils ont été exposés année après année et qui les amènent toujours dans le délabrement dans lequel on se retrouve, le peuple tournera vers nous, il nous fera confiance et vous verrez, c'est là alors où l'on parlera de chance. Mais qu'on lui donne d'abord, avant de parler des chances des élections, qu'on nous donne d'abord la chance de parler. C'est seulement afin que nous ayons parlé que nous allons démontrer quelle sera notre chance. Donc, tant que nous n'avons pas encore la chance de pouvoir nous exprimer, on ne peut pas parler aussi de la chance de gagner les élections. Plus de 425 corps ont été découverts dans une fosse commune à Maluku. Votre position, votre réaction? C'est une situation qui m'avait beaucoup bouleversé. Vous savez, il y a une chose qui est vraie. Je sais qu'il y a des gens qui me disent « Mais non, tu parles trop de Dieu. » Mais moi, je suis un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Et je pense qu'il y a une certaine dignité humaine que Dieu nous a donnée. Tout corps est précieux devant Dieu. Pour moi, d'abord, même avant de parler de comment ces gens étaient morts, je suis choqué de la façon à laquelle ils étaient enterrés. Il n'y a pas respect, il n'y a pas dignité dans tout cela. Et je suis bouleversé. On peut parler des indigents. Nous sommes indigents. Je suis un indigent moi-même. Il faut quand même un certain respect au corps humain. On ne peut pas prendre 425 corps, le jeter comme de la poubelle, comme des immondices. Ce sont des êtres humains. Ils sont créés à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu avait soufflé. Pour ceux qui connaissent la biologie, nous parlons ici d'un Dieu qui a pris la terre et a soufflé un souffle biologique. Il a mis son acide désoxyribonucléique, qu'on appelle l'ADN, dans le corps humain, sa présence même. Et prendre ce corps, le jeter de cette façon-là, c'est ce qui me choque. Et je pense que celui qui a fait cela devra répondre sérieusement à la population congolaise, à la communauté internationale et aux instances qualifiées pour de telles actions. Donc, je suis choqué de la façon dont ils étaient enterrés avant même de parler de la façon dont ils étaient morts. Que devrait faire le gouvernement? Ou si vous étiez, c'est vous le président du Congo, qu'allez-vous faire? Bon, vous savez, il y a une chose, les Américains ont tendance à dire « the buck stops here ». C'est-à-dire que si moi je suis le chef de l'État au Congo, peu importe qui a fait cela, je devrais accepter la responsabilité parce que c'est mon gouvernement qui l'a fait. Et si c'est mon gouvernement qui l'a fait, je ne peux pas être la personne qui doit faire l'enquête. Parce que je suis déjà impliqué. Je dois donner cette responsabilité à une commission complètement indépendante ou internationale qui devra revoir l'affaire pour pouvoir m'exonérer. Parce que si je suis impliqué, il n'y aura pas de transparence. Tout ce que je ferai, à supposer que ce que j'ai fait, je l'ai fait d'une façon innocente, personne ne va me croire. Pourquoi? Parce que moi, je suis l'accusé. On ne peut pas demander à l'accusé de faire de faire des enquêtes lui-même. Donc, si j'étais président au Congo et que je savais que ce qui est dit n'est pas vrai et que j'ai fait des choses d'une façon innocente, pour pouvoir m'exonérer, qu'est-ce que je ferais? Je dirais, bien, je n'ai rien à cacher. Envoyez une commission indépendante, envoyez une commission internationale, venez visiter les faits et trouvez vous-même la conclusion. Je ne peux pas constituer une commission si je suis accusé. Voilà ce que j'allais faire. Une commission internationale, c'est pas violer la souveraineté du pays? Non, parce que aujourd'hui, nous parlons des droits universels, nous parlons aussi de la Cour internationale. Donc,
le monde est connecté. Ça, on doit faire trop attention. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'on retrouve surtout dans nos milieux congolais les gens qui considèrent le nationalisme comme étant une certaine sorte de séparatisme avec le reste du monde. Nous vivons aujourd'hui dans un monde global. C'est ce qu'on appelle en anglais Global Village, un village global. Ce qui se passe au Congo a des répercussions à la Belgique, aux États-Unis et partout ailleurs. Qui sait si parmi ces gens-là, il y a des Américains? Qui sait s'il y a des Belges? Qui sait s'il y a des Italiens? Donc, on ne devra pas avoir peur, c'est comme ça que ça se passe. Une commission indépendante ou une commission internationale, j'ai dit l'une ou l'autre, bien l'une et l'autre. Je ne dis pas nécessairement l'une ou l'autre, ça peut être l'une et l'autre. C'est très important. Nous avons au Congo aujourd'hui des organismes tels que Human Rights Watch parce qu'ils doivent voir quand un pays a été accusé à beaucoup de choses dans le passé, ce n'est que normal de pouvoir mettre des gens qui viennent d'autres pays, de pouvoir faire des enquêtes et d'en faire un rapport qui pourra peut-être exonérer le pays ou encore l'incriminer. Vous êtes l'un des grands professeurs congolais à l'étranger. Vous donnez cours dans des grandes universités à travers le monde. Mais on se pose des questions. Qui est derrière le professeur John Malala? Vous osez briguer la magistrature suprême. Qui est derrière vous? Bon, il y a d'abord une chose. Vous devez savoir qu'un leader, ce n'est pas celui qui cherche que quelqu'un puisse le propulser. C'est quelqu'un qui analyse un besoin, une nécessité et qui voit qu'il y a un défi qu'il devra lever et il se tient, il attire les gens derrière lui. J'ai derrière moi toute une multitude de Congolais, au Congo comme dans la diaspora, qui reconnaissent en moi un leader. Le leadership, cher pasteur, comme vous le savez, ce n'est pas le charisme. Je suis un leader charismatique, mais le leadership, ce n'est pas le charisme. C'est cette capacité qu'a un homme à pouvoir conduire toute une organisation ou un groupe de peuples dans un contexte organisationnel défini. Ici, nous parlons, et il n'est pas inné non plus. Il y a des gens, c'est vrai, qui sont nés avec certains traits de leadership, mais le leadership, c'est un fruit de l'expérience et de formation. Et j'ai cela, je sais mobiliser des gens, je sais redonner l'espoir aux gens, et les gens avec qui j'ai déjà parlé, ceux qui m'ont rejoint, sont derrière moi, en train de me prodiguer des conseils, de me donner de nouvelles visions qui entrent dans le même contexte avec mes visions pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider le Congo. Il y a le peuple congolais. Pour vous donner un exemple, nous avons constitué, créé un parti politique. Mais avant de former un parti politique, la loi sur la formation des partis politiques au Congo exige que vous puissiez avoir des cofondateurs dans son collège qui viennent de toutes les provinces du Congo. En tant que leader, j'ai articulé ces besoins, j'ai articulé une certaine vision. Les gens sont venus de toutes les provinces du Congo pour me rejoindre et nous avons créé un parti politique. Derrière ces gens-là, se trouvent d'autres foules, toute une multitude, toute une masse, et des masses même que je peux dire. Nous avons le peuple congolais derrière nous. Je sais là où les gens veulent en venir quand vous posez cette question. C'est parce que dans l'esprit des Congolais, d'une façon générale, c'est que pour que quelqu'un puisse briguer à la magistrature suprême au Congo, il faut que les Américains soient derrière lui, les Français... Exactement, je savais. Donc, il faut que les Américains soient derrière lui ou quoi que ce soit. Mais je vais vous dire, et ça je vais anticiper, il y a une chose qui est vraie. Les Américains, les Européens et tout le monde peut suivre un leader, ils n'ont pas à dicter un leader. Ils doivent voir dans ce leader quelque chose qu'ils recherchent. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les intérêts des uns et des autres sont liés. Et si nous pouvons articuler un message clair, avec un langage clair,
qui montre que nous ne sommes pas séparatistes sur le plan global, qui montre que nous ne sommes pas une menace aux États-Unis d'Amérique, qui montre que nous ne sommes pas une menace aux intérêts français, que nous ne sommes pas une menace aux intérêts belges. Les Belges vont s'aligner derrière nous. Nous n'avons pas à attendre que quelqu'un puisse nous instituer. Parce que nous avons déjà démontré, même en Amérique, que nous sommes déjà des leaders. Et il y a des Américains qui nous suivent après que nous ayons déjà pris des initiatives. Donc personnellement, je n'ai pas attendu que les États-Unis puissent me mettre là-bas. Je me suis levé, c'est l'Amérique qui va me suivre et ce n'est pas l'Amérique qui va me dicter. L'élection présidentielle coûte beaucoup d'argent. Comment allez-vous financer votre campagne? Vous connaissez le président Barack Obama. Et je pense que nous avons beaucoup de similarités dans nos origines. C'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais qui est parti avec ses slogans « Oui, nous pouvons le faire. Yes, we can ». La façon dont il a financé sa campagne était très simple. Il a articulé une vision, il a approché l'électorat, il a envoyé des messages, des emails, SMS, ainsi de suite, demandant à la population de donner des cotisations de 2 $, 3 $, 5 $, 10 $, 200, ainsi de suite. Toutes les personnes qui ont vu en lui un leader qui pourra rapporter de l'espoir en Amérique se sont engagés, chacun selon ses capacités, pour pouvoir l'aider à faire la campagne et gagner les élections. C'est une culture qui n'existe pas au Congo. Au Congo, aujourd'hui, les gens pensent que lorsque quelqu'un commence sa campagne électorale, il doit d'une façon miraculeuse ou magique trouver de l'argent quelque part. On attend l'argent de certains bailleurs de fonds qui sont je ne sais où, et la campagne va se faire. Lorsque le peuple, les amis dans la diaspora et au Congo comprennent ou comprendront ce que nous sommes en train de faire, ils vont se liguer derrière nous, ils vont amener tous les moyens nécessaires et je vous assure, Pasteur Bobo, que nous allons faire une campagne compétitive au Congo. Peu importe l'argent que nos adversaires politiques peuvent avoir, ils vont rencontrer une campagne de vigueur de notre part. Et nous allons le faire avec les moyens que nous allons obtenir de la part de ceux qui sont en train de supporter notre vision. Pour terminer, deux petites questions, ou trois même. La première, c'est quelles sont les chances des candidats issus de la diaspora? Parce qu'en face, vous avez des gens comme les Moïse Katumbi qui ont beaucoup d'argent, vous avez Tshisekedi qui est hyper populaire, vous avez, pour ne pas les citer, les Jean-Pierre Bemba, si c'est possible. Quelles sont les chances de quelqu'un qui vient de l'espoir? Et puis, deuxième question, votre vision. Et puis, rapidement, est-ce qu'un chrétien peut-il régner à la place de César? C'est possible qu'un chrétien puisse faire la politique? Ok, merci beaucoup. Vous me citez là des personnes qui ne sont pas présentes sur ce plateau. Pour vous parler de toutes ces personnes, j'aurais voulu qu'ils soient là et que nous puissions discuter, que nous ayons une discussion rigoureuse pour que vous puissiez découvrir quelles sont les chances de chacun. Mais ils ne sont pas là. Je ne saurais pas dire quelque chose sur eux. Je connais mes chances en tant que moi seul, que j'ai cette capacité de pouvoir communiquer une vision très claire et de pouvoir mobiliser une population qui va adhérer à des aspirations. Le peuple congolais manque du travail. Nous avons créé ce qu'on appelle le Parti des travailleurs. Au Congo? Oui, au Congo. Nous avons déjà enregistré notre parti. Donc, vous allez sur l'internet, vous écrivez www.partidestravailleurs au pluriel.com ou bien partidestravailleurs.org, partidestravailleurs.net ou bien partidestravailleurs.info. Vous allez trouver que nous sommes là. Nous avons constitué un parti politique qui non seulement est autorisé à travailler au Congo, mais ce parti a été accrédité par la CENI à prendre part aux élections
de 2015 et de 2016. Parmi les partis qui sont accrédités, nous sommes le PDT, Parti des travailleurs, est parmi eux. Et je vais vous dire aussi une chose, qu'il y a eu un rapport qui est sorti il y a quelques semaines, qui disait que sur les 478 partis politiques enregistrés au Congo, il n'y a que 4 qui sont représentés sur 75%. Mais pas votre parti. Mais écoute, nous sommes 9. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas dans ces rapports, mais nous sommes représentés sur les 100% du territoire congolais. Le professeur John Malala est connu au Congo. Non mais écoute, je suis connu au Congo, oui. Vous connaissez? Oui, je suis connu comme au leader politique. Non mais pas comme leader politique. Je suis connu au Congo, ça c'est question de définition. Le Congo, c'est, disons Kinshasa c'est le Congo. Mais le Congo n'est pas Kinshasa. Boulungu dans les Bandundu c'est le Congo. Le Congo n'est pas Boulungu. Nous avons un parti politique. Si vous regardez la liste des partis politiques reconnus au Congo, mon nom est repris. Ça c'est le Congo. Si mon nom est repris, donc je suis connu parmi ces gens-là. Le nom est repris au Congo. Issu de la diaspora, c'est vous faites des actions au Congo. Exactement. Moi, je vous donne un exemple. J'ai ce qu'on appelle la fondation John Malala pour la dignité. En anglais, on parle de John Malala Dignity Foundation. Nous avons, aujourd'hui où je vous parle, au Congo, avec ma fondation, nous avons créé des écoles. Et je dis des écoles. Nous avons une école primaire où nous avons mis des enfants qui ne peuvent pas se supporter eux-mêmes, que nous supportons depuis quelques années. Nous avons toute une école primaire au Congo, que John Malala, en tant qu'individu et sa fondation avaient créé avant même de penser politique. Ces enfants ne paient rien, nous payons les enseignants chaque mois. Nous avons au Congo une école de menuiserie, créée par la fondation John Malala. L'école Nouvel Espoir, où les jeunes gens, au lieu de rester des chômeurs, nous les préparons, nous les équipons, ils apprennent à faire des bancs, des chaises, toutes ces choses-là, et gagner leur pain. Nous avons créé de l'emploi, nous avons formé ces gens et nous continuons à les former parce que il y a ceux qui l'ont dit que si tu donnes à quelqu'un un poisson, il aura faim. Mais si vous leur apprenez à pêcher, il n'aura plus faim. Nous avons cette école de menuiserie. Ce n'est pas tout. Nous avons une école de maçonnerie. Que nous formons des gens dans cette école. Vous allez sur Internet, vous allez trouver ces actions sont reprises là-bas. Nous ne recevons rien en retour sauf que la satisfaction de savoir que nous sommes en train de faire la différence dans la vie des Congolais. Nous avons par exemple à l'intérieur du pays créé une rizerie. La rizerie est là pour renforcer les capacités présentes et diversifier la culture pour pouvoir essayer d'élever le niveau d'économie. Les populations dans des villages étaient seulement accoutumées à faire le maïs, le manioc, un peu des arachides, on trouvait un peu des cacahuètes ici et par là. Mais nous avons trouvé que ça servirait la population de pouvoir leur donner d'autres outils, où nous avons placé une décortiqueuse qui fait une rizerie, où la population est en train de bénéficier dans tout cela. Ce n'est pas pour que moi je puisse recevoir quelque chose, et je vous assure ici que je ne reçois pratiquement rien en retour. Merci beaucoup, rien en retour, nous sommes presque à la fin. Votre vision, une fois, le professeur John Malala, président du Congo, votre vision, votre programme, dans 2-3 minutes, on vous suit partout à travers le monde. D'accord, merci beaucoup. Nous avons un programme d'action robuste qui, bien sûr, dans 2 ou 3 minutes ne sera pas possible, mais il faudra dire que cela émane de notre devise même du Parti des travailleurs, qui est du latin nihil sine labore, ou encore rien sans le travail. Nous pensons que le travail, c'est le cerveau moteur d'un développement, et le Parti des travailleurs s'est engagé à un programme d'action qui va permettre à ce que l'innovation et la recherche soient au cœur même de notre société et de pouvoir donner au Congo des avancées nécessaires. Nous voulons réduire le taux de chômage que nous trouvons au Congo en créant, en mettant en place une politique d'investissement et une politique de travail qui va commencer avec ce qu'on appelle le sous-bassement ou les infrastructures à travers le pays.
Nous allons réduire le taux de chômage et nous pensons que le travail devra être un droit à tout le peuple congolais pour que nous puissions arrêter l'exode actuel où on trouve les Congolais en train de partir partout dans la diaspora pour essayer de se trouver un pain. Nous parlons de beaucoup d'autres éléments, par exemple dans le plan dans notre programme de société, nous parlons ici de prospérité, fermeté et paix. Dans la prospérité, c'est vrai, cela va venir du travail. Nous parlons de la fermeté dans laquelle nous visons ici la justice et nous visons aussi ici les forces de défense, l'armée et autres. Nous parlons d'une armée moderne, modernisée, bien équipée, aptée, adaptée à de nouvelles technologies, capable de pouvoir défendre le territoire national et aussi de pouvoir faire une déterrence contre toutes les forces de déstabilisation au Congo. Nous parlons ici dans la fermeté de la justice et nous parlons, quand nous parlons justice, nous parlons de la justice, nous parlons de tout ce que vous connaissez, les méfaits. Il faut qu'il y ait égalité. On ne doit pas avoir deux poids, deux mesures. Il n'y aura personne qui sera au-dessus de la loi. Et nous allons même faire en sorte que les magistrats ne soient plus soumis au ministère de la justice. Ça doit être la justice, la paix, l'égalité doivent être là-bas. Donc ça fait partie de ce que nous parlons de la fermeté. Aujourd'hui, les gens parlent de tolérance zéro, mais nous voyons que c'est tolérance à 100%. Nous voulons mettre fin à cette histoire-là. Nous parlons de la fermeté et nous parlons de la paix. Et la paix, c'est vrai que l'on dit ici, nous ne parlons pas de gens qui veulent évoquer la guerre, mais la guerre, comme on dit, celui qui veut la paix doit préparer aussi la guerre. Je vais vous dire une chose, que dans toute la Bible, tous les politiciens étaient des enfants de Dieu. Et tous les prophètes, la plupart des gens que nous parlons, Moïse que nous lisons aujourd'hui, était un chef politique, un chef militaire, un commandant de l'armée des enfants d'Israël. Le roi David, que nous adorons, bon, pas adorons, que la personne que nous citons tout le temps aujourd'hui, nous avons des psaumes partout. David, c'était un guerrier et il fut un roi. Ça, c'est de la politique. Il y a même des gens qui ignorent que certaines personnes que nous qualifions de prophètes dans la Bible n'étaient en réalité que des politiciens. Prenons le cas de Néhémie. Qu'est-ce qu'il était? Il était gouverneur. C'était pas même un prophète. Mais nous avons aujourd'hui donc la notion de la prophétie. Et on nous a beaucoup trompés. On nous a beaucoup trompés et c'est le moment pour que nous puissions commencer à mobiliser des chrétiens. Parce que partout où les chrétiens ont pris le leadership du pays, il y a eu un développement qui s'est déclenché et la justice s'est manifestée et Dieu est intervenu pour bénir ce pays-là. Donc, dans la Bible, tout ce que je vois, ce sont pratiquement des chrétiens. Nous voyons par exemple qu'aujourd'hui, plus de 80% de la population congolaise se dit qu'ils sont des chrétiens. Et ça, c'est une chose qui est vraie. 80% de la population congolaise, ou bien 88% des Congolais, disent qu'ils sont des chrétiens. Et sur les 88% des Congolais, il y a 55% qui sont convaincus qu'ils sont nés de nouveau. Et si vous avez 88% de la population qui se dit des chrétiens, et parmi eux, 55% se disent être nés de nouveau, ne serait-il pas normal que ces gens soient dirigés par l'un d'eux, qui comprend leurs aspirations? Donc voilà un peu, ça c'est une chose que nous devons connaître. On doit cesser à nous tromper et à dire que les chrétiens ne doivent pas faire la politique, parce que ce sont des chrétiens qui peuvent arriver à arranger les problèmes du pays. Je souligne ici aussi une chose qui est vraie, qu'il y a eu des abus dans le passé. On peut dire des choses, on peut dire non, mais écoute, les chrétiens ont fait ceci ou ont fait cela, mais qu'est-ce que les païens ont fait? C'est comme la question, les gens disent, vous n'avez pas parlé de ça bien sûr, ou les gens disent non, mais encore un intellectuel, tout ça. Ok? Alors si on leur donne quelqu'un qui n'a pas étudié, ils se mettent à dire non, mais tel et tel n'a pas étudié. Ceux qui n'ont pas étudié, qu'est-ce qu'ils ont fait du pays? Donc, ça c'est une histoire, une affaire individuelle. On doit juger quelqu'un sur base de mérites personnels. On ne devra pas juger quelqu'un sur base de tout ce que les autres ont fait. Il y a dans tous les cas, que ce soit ceux qui ont étudié
ou ceux qui n'ont pas étudié, tous ont commis des abus. Et moi, je pense que la véritable chose, c'est que c'est une histoire du cœur. Vous n'avez pas, on n'a pas eu le temps de discuter de mon propre témoignage, mais ceux qui me connaissent, ils savent que le fait que je puisse devenir grand professeur, aujourd'hui on m'appelle un savant, je suis en train de former d'autres professeurs à travers le monde. Maintenant, à la minute que je vous parle, je revenais de l'Afrique du Sud. Vous connaissez peut-être déjà où j'ai été appelé pour une année d'aller former des professeurs à l'Université d'Afrique du Sud, à Pretoria. Et il y a de l'expertise en nous que les autres sont en train de reconnaître. Et nous devons mettre cette expertise au service du Congo. Le fait que je puisse atteindre ce niveau de formation et ces qualifications n'a rien changé dans ma foi chrétienne que j'avais commencé depuis le bas âge. Je demeure celui qui était né de nouveau et je crois que l'on va mettre l'intelligence au service du Congo parce que la Bible nous dit, et là parce que c'est vous qui avez parlé du chrétien, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 10:10 que lorsque une hache n'est pas aiguisée, il faudra redoubler des efforts pour couper un arbre. Mais la connaissance, l'intelligence, la sagesse ont un avantage. En d'autres termes, quelqu'un qui n'est pas préparé, qui n'a pas l'intelligence, qui n'a pas la sagesse, lorsqu'on lui donne un pays à diriger, il va tâtonner de gauche à droite. Une histoire que moi je peux résoudre en 1 mois, en 2 jours, ça va lui prendre 10 ans pour le faire. Ça vient de la Bible. On est presque à la fin. Je crois que l'Afrique a connu des présidents intellectuels comme le Sédar Senghor, le Pascal Lissouba, mais ça n'a pas toujours marché. Donc... Oui, l'Afrique aussi a connu des présidents qui n'ont pas étudié. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait de bon. Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin. Merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka miko pasteur boboza kitoko. Ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche. Kaka pona micro pasteur Bobo. Micro pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.